D'accord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre 3 intitulé Plasticité et rupture. Donc, il y a un nouveau comportement, c'est le comportement plastique. Donc, on va commencer par une introduction, comportement inélastique des matériaux, plasticité, critères d'épuisement, les critères de plasticité et enfin, on va terminer avec une application. Le mot plasticité signifie mettre en forme. Donc, mettre en forme, donc, signifie le mot plasticité les matériaux. Donc, c'est-à-dire que mettre en forme ou bien déformer un matériau. Les matériaux qui sont plastiques au sens du mécanicien, donc de la mécanique des milieux continus, se caractérisent par leur bonne ductilité, c'est-à-dire une aptitude à se déformer beaucoup avant rupture. Donc, vous remarquez cette courbe. Donc vous remarquez il y a deux phases, une phase élastique c'est-à-dire qui est au début, c'est-à-dire d'arriver à une contrainte limite. Donc cette contrainte limite au-delà duquel le matériau ne pourra pas revenir à son état initial en cas de déchargement. Donc on va rentrer dans une autre phase appelée la phase plastique. Donc autant que cette phase elle est plus longue, autant que le matériau est plus ductile. Donc il a une aptitude de se déformer beaucoup avant la rupture. C'est-à-dire parce qu'il y a un seuil, c'est-à-dire une contrainte, c'est-à-dire que le matériau ne pourra plus supporter, donc ça donnera la ruine ou bien la rupture du matériau. Selon des données expérimentales, beaucoup de matériaux montrent un comportement réversible aux contraintes très petites. C'est normal, je vous ai dit que l'élasticité ou le comportement élastique, donc c'est pour des déformations en petites infinitésimales. Parce qu'en réalité, on ne trouve jamais un matériau purement élastique. Donc il y a toujours combinaison entre 2 à 3 comportements. Par contre, des formations irrécouvrables et permanentes, donc ce qui dure, se produisent au-delà d'une contrainte de seuil, comme je vous ai montré sur la figure. Ce genre de comportement, décrit au moyen de la théorie de plasticité, s'applique en particulier au sol. Donc le sol, c'est notre domaine, c'est-à-dire en tant que géotechnicien. Ce comportement, ça le caractérise. Mais on ne trouve pas un sol plastique, mais il y a une combinaison entre l'élasticité et plasticité, ou bien la viscosité et plasticité. Donc, il y a des combinaisons entre, c'est-à-dire, il y a toujours la plasticité qui est en commun. Où la nature irréversible des déformations est principalement le résultat des mouvements relatifs entre les particules. Par exemple, si on a, c'est-à-dire si on comprime un sol, et c'est-à-dire on décharge ou bien on élimine cette charge de compression, bien de densification, il ne reviendra plus à sa forme initiale, donc il n'y aura plus une réversibilité, donc il est irréversible, c'est ce qui veut dire qu'il a un comportement plastique. Pour identifier le comportement macroscopique, donc à l'échelle macroscopique bien grande d'un matériau, on commence par réaliser des essais uniaxiaux sur éprouvette. Donc c'est l'essai le plus simple qui nous montre ou bien qui va démontrer l'allure ou bien le comportement c'est-à-dire n'importe quel type de matériau. Des essais où l'on exerce des forces de traction ou de compression. Lorsque je dis uniaxial, donc selon une seule direction, c'est-à-dire on choisit un axe quelconque dans l'espace et on applique la charge. Ou bien c'est une charge de compression ou bien une charge de traction. Donc les deux charges ou bien les deux types de chargement vont nous donner l'allure ou bien le comportement du matériau. Par exemple, si on a un acier, l'acier c'est quoi? L'acier c'est un matériau, c'est du fer plus le carbone. Donc le pourcentage de carbone, selon le pourcentage de carbone, nous donne la nuance de notre acier. Donc vous remarquez dans cette courbure, si c'est-à-dire on applique une charge uniaxiale sur un acier, l'acier c'est quoi? C'est un matériau par exemple pour la charpente métallique, pour la construction, donc on utilise ce type de matériau. Donc vous remarquez qu'il y a, on observe une réponse quasi linéaire, c'est-à-dire elle est moyennement linéaire. Donc il y a une partie qui est linéaire, ensuite on remarque une courbure. Donc
Puis la courbe s'infléchit, donc vous s'infléchit, voire redescend. Il y a une descente légère ici, donc qui se stabilise autour d'une valeur pratiquement constante avant de croître à nouveau. Donc elle est presque ici constante et ensuite elle va croître ou bien elle va augmenter, de passer par un maximum et redescendre. Donc il y a une courbure, elle est concave ici et convexe dans l'autre côté. Donc il y a une courbure dans cette partie. Vous remarquez qu'il y a deux types de comportements. Ce comportement n'est pas c'est-à-dire comme celui-là. Donc ça, c'est le comportement élastique. Vous remarquez, elle est linéaire plutôt, avec une pente qui est le module de Young, mais ça, elle est inélastique. C'est quoi l'inélasticité? Donc c'est un autre comportement, c'est la plasticité. Par exemple, pour un autre matériau élastomètre, donc vous remarquez, c'est-à-dire tel que son nom l'indique, donc il a un comportement élastique. Vous remarquez qu'il y a une non-linéarité. D'abord, c'est-à-dire il y a une augmentation concave, puis convexe. Mais il y a une augmentation de la déformation en fonction de la contrainte. J'ai oublié de vous montrer le seuil de l'acier. Vous remarquez la contrainte maximale au-delà de laquelle il y a, c'est-à-dire le comportement change, donc à 250 mégapascales. Il y a une deuxième contrainte seuil 300. Donc ici, c'est-à-dire il y a un autre phénomène qu'on va voir au cours de ce chapitre. Ça, c'est pour l'élastomètre. Donc, d'abord en concave puis convexe avec un changement de concavité, il y a quelques pourcentages de déformation. Donc, le module de Young tangent est beaucoup plus faible que pour un acier. Donc, vous remarquez parce qu'il y a 10, 5. Donc, le module de Young, c'est la tangente, c'est 5 sur 10, 1,05. Par rapport à celui-là, il est très petit. Par rapport à celui de l'acier, vous remarquez 1 sur 250. 1 sur 250, c'est la pente de... Donc celui-là, il est plutôt 250, c'est bon. Donc il est beaucoup plus faible que pour un acier. Vous remarquez pour le béton, donc il y a une linéarité. Donc la liaison, elle est proportionnelle. Donc ils font une droite entre la contrainte et la déformation. Mais à un certain point, une certaine contrainte, 3 mégapascales, il y a une chute de contrainte, donc il ne supportera plus, mais c'est-à-dire ça continue à se déformer. Donc c'est-à-dire cette chute, on l'appelle l'adoucissement du béton. Donc le béton, il a une faible résistance à la traction, parce que elle est soumise à un essai de traction. Donc il a une faible résistance à la traction, elle est très faible, 3 mégapascales, tandis qu'il a une grande résistance à la compression qui arrive, c'est-à-dire jusqu'à 25, 30, 50 mégapascales. Et pour des bétons, c'est-à-dire plus performants, c'est-à-dire ça donne des 200, par exemple, ça arrive jusqu'à 200 à 250 mégapascales. Les non-linéarités observées lors de certaines phases de la réponse, ce chargement monotone s'avère être dû à une irréversibilité. Donc c'est pour cette raison qu'on a remarqué cette non-linéarité. Donc ça commence par une liaison linéaire, mais après ça devient non-linéaire. Donc il y a une irréversibilité. Comment peut-on voir cette irréversibilité? C'est lorsqu'on décharge. Par exemple ici, si vous remarquez sur ces figures, ce qui est en rouge, la courbe, ou bien cette courbe qui est en rouge, donc c'est pour le chargement. Si on a un chargement non monotone, c'est-à-dire cyclique, on charge et on décharge, c'est ça non monotone. Donc ça c'est pour le chargement, le rouge, tout ce qui est en rouge pour les trois matériaux, c'est le chargement, et tout ce qui est en vert, c'est le déchargement. Par exemple, si on applique une charge et ensuite on cesse de l'appliquer, donc c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va voir. Par exemple, pour l'acier, vous remarquez, il était donc dans ce sens. Donc ça augmente, la contrainte augmente au-delà d'un certain point. Donc il y a la plasticité. Mais si on décharge ici, par exemple, une certaine contrainte, donc ça va diminuer. Ça va revenir, mais ça ne revient pas à zéro. Donc elle garde une certaine déformation, cette phase ici. Cette quantité ici, c'est une déformation, mais c'est une déformation plastique. Donc ça, c'est la phase, donc c'est ce qui nous, c'est-à-dire montre le comportement. Donc il y a une irréversibilité, donc
elle est due à quoi? À la plasticité du matériau. Par exemple, pour un élastomètre, non. Vous remarquez que si on décharge, ça revient à zéro. Donc, il n'y a pas une déformation. Donc, il ne garde pas dire sa déformation plastique. Par exemple, donc il n'est pas plastique. C'est pour cette raison, c'est un élastomètre, c'est l'élastique. Par exemple, pour le béton, vous remarquez la même chose, même si elle est faible, vous remarquez qu'il y a une diminution de la contrainte, mais si on décharge, ça revient à une certaine, c'est-à-dire la déformation revient, ne revient pas à zéro, mais elle garde une certaine déformation qu'on appelle une déformation plastique. Donc là, c'est d'où les bétons vont garder une certaine déformation après décharge, tandis que l'élastomètre aura une déformation nulle. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Donc on va parler maintenant de la plasticité. On est passé par la non ou bien l'inélasticité du matériau. Donc c'est quoi? On ne peut pas dire un comportement inélastique, mais il a un certain nom. Donc c'est un comportement plastique. Il est irréversible. Donc une hypothèse fondamentale de plasticité est que la déformation totale peut être décomposée en une composante élastique et une composante plastique. Donc dans la plasticité, on ne trouve pas la plasticité pure, mais il y a deux composantes, une composante élastique et une autre plastique. Donc la composante élastique de la déformation est calculée selon la relation constitutive élastique. Donc si par exemple, si on a une déformation totale, donc c'est la somme des deux déformations. Il y a une déformation élastique et une déformation plastique. Comment calculer la déformation élastique? C'est à partir des lois constitutives, c'est-à-dire les relations entre tenseurs des déformations, tenseurs de contraintes, c'est-à-dire ce qu'on a vu dans le chapitre 1, si vous vous rappelez. Donc il y a une liaison. Même dans le chapitre 2 de l'élasticité, on a vu les relations. Donc il y a ce qu'on appelle des constantes élastiques. Le E, le module de Young, le G, le nu, lambda, le mu. Donc tout ça, c'est des constantes élastiques. Elles lient entre les déformations et les contraintes. Donc à partir de ces lois constitutives, on pourra avoir déterminé tout ce qui est c'est-à-dire lié au comportement élastique. Mais pour le comportement plastique, il y a une autre méthode de le déterminer, de déterminer ces paramètres. Donc pour identifier les déformations plastiques, il est nécessaire d'introduire ce qu'on appelle un critère limite. On va voir ça, une règle d'écoulement plastique et une règle d'écrûssage. Donc les trois paramètres doivent être pris en considération pour identifier notre comportement plastique ou bien ses paramètres. Donc, ils permettent de spécifier quand les déformations plastiques se produisent, leur direction et leur grandeur. On commence par ce qu'on appelle un comportement. Lorsque je dis plasticité, donc je parle d'un comportement élastoplastique. Un corps est dit avoir un comportement élastoplastique quand au-delà d'un certain niveau de chargement, il présente des déformations réversibles, élastiques, mais aussi des déformations irréversibles plastiques et que ces déformations et les contraintes obéissent à des lois bien précises. Donc, comportement élastoplastique, vous remarquez qu'il y a une combinaison entre deux mots, élasto-plastique. Donc, il y a un comportement élastique réversible et un comportement plastique irréversible. Donc, il y a des lois, c'est-à-dire qu'il y a entre ces deux comportements. Notons que la considération d'un corps élastoplastique se fait en excluant l'influence du paramètre temps. Vous remarquez. Donc, dans l'élastoplasticité, on ne prend pas en considération le paramètre du temps. Donc, lorsque le temps intervient, donc on est dans le cas de viscosité. Donc, il faut éliminer le paramètre temps. On ne parle pas de temps. Donc, il y a une liaison entre contrainte et déformation, comme l'élasticité, donc comportement élastique. Mais il y a, c'est-à-dire d'autres paramètres qui sont, c'est-à-dire qui interviennent aussi pour identifier le comportement élastoplastique. Donc, on définit d'abord un critère de plasticité qui est une fonction des contraintes éventuellement écrûssable. Donc, ce mot, on va voir c'est quoi écrûssable. Donc, c'est lié à l'écrûssage avec les déformations. Ce critère ne peut être dépassé en aucun point. Donc, il faut le prendre en considération, ce paramètre d'écrûssage. Donc, lorsqu'il est atteint, donc l'écrûssage ou bien la plasticité, débutent les déformations irréversibles ou plastiques. Ces déformations sont
régi par une loi dite loi d'écoulement. Donc il y a une loi, c'est-à-dire qui dirige ces déformations pour un comportement élastoplastique. Par exemple, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est quoi cette loi? Donc je vous ai dit, c'est la somme. C'est que la déformation totale est égale à la déformation élastique plus la déformation plastique. Ce que je viens d'écrire ici, c'est-à-dire les composantes incrémentales. Donc c'est infinitésimal, c'est petit. Donc c'est les petits. Donc on commence toujours par ce qui est vraiment très petit et c'est-à-dire on le généralise ensuite. Donc on a des epsilon, c'est les déformations totales, des epsilon E, les déformations élastiques, et P, les déformations plastiques. On commence par écrire le critère. C'est quoi le critère? Le critère limite. Critère limite, c'est le seuil. Donc je vous ai dit qu'il y a deux phases, l'élastoplasticité, la phase élastique et la phase plastique. Pour passer de la phase élastique à la phase plastique, donc il y a un point c'est-à-dire qu'il est entre les deux. Donc ce qu'on appelle le critère limite. C'est quoi un critère? C'est le caractère limite. Donc représentant pour arriver à ce critère, donc on va faire, c'est-à-dire un essai, toujours par un essai triaxial, un essai uniaxial, compression et traction sur une éprouvette de sol par exemple, et on va voir le comportement, comment ça va, c'est-à-dire se comporter ce matériau. Donc représentant sur un diagramme orthogonal, un diagramme par exemple, le repère 0, sigma, epsilon. Les résultats d'un essai de traction ou de compression simple d'un sol. Donc on obtiendra la courbe suivante. Vous remarquez qu'il y a une courbe où il y a des points, mais chaque point, on va, c'est-à-dire le détailler, ça veut dire quoi? Donc on a des contraintes, si vous remarquez, une première contrainte dite appelée sigma 0 et la deuxième appelée sigma 1. Donc on va commencer par le 0, le OA, plutôt le O. Donc il y a un chemin entre OA qui est une liaison, c'est une courbure presque linéaire. Donc ça veut dire, si vous remarquez, il y a deux flèches. Il y a la flèche qui remonte et il y a la flèche qui redescend. Donc lorsque vous remarquez ça, donc il y a une réversibilité. Donc ça veut dire, si on décharge, ça va revenir comme ça. Donc ça va revenir au point de départ. Donc c'est un comportement élastique. Donc le long du chemin OA, le comportement est élastique, vous remarquez. C'est-à-dire quand on décharge, on revient à haut. Donc le point A, point limite au-delà duquel on n'a plus le comportement élastique. Donc si on considère ça, c'est le point limite. Au-delà duquel, ça y est, on n'a pas. Donc ça va remonter. C'est bon, ça va remonter. Mais si on décharge, on ne revient pas ici. Vous remarquez, il n'y a pas la flèche de la descente. Donc c'est-à-dire on termine notre chemin. Donc si vous remarquez, on a plus le comportement élastique correspond à une contrainte caractéristique dite seuil de plasticité initiale. Donc c'est le seuil de plasticité, mais on a ajouté le mot initial parce qu'il y a un autre seuil qu'on va voir pourquoi. Donc sigma 0, c'est au-delà, c'est-à-dire le seuil de plasticité initiale ou bien la limite élastique. C'est la limite élastique, la limite du critère ou bien du comportement élastique, au-delà duquel on rentre dans un autre comportement. Donc on garde toujours le même diagramme. Après l'avoir franchi, c'est-à-dire après sigma 0, et si étant au point B, par exemple si on arrive après le sigma 0, on arrive au point B par exemple, on décharge. Si on décharge, qu'est-ce qu'on aura? C'est-à-dire ça va descendre jusqu'au point D. Donc on aura B, C, D. Donc ça ne va pas revenir BA parce que c'est pas élastique. J'ai dit qu'il n'est pas réversible, donc ça va descendre jusqu'au point D. Donc la déformation qui reste au D, c'est quoi? Epsilon. On va l'appeler epsilon, mais epsilon P, plastique. C'est une déformation plastique. Elle est irréversible. Dite plastique, on est donc entré dans le domaine plastique. Donc ça, c'est le domaine plastique, ça y est. Donc si on recharge, on va recharger. Donc ça va remonter aussi. Vous remarquez, ça va remonter jusqu'au point F. Et ça va passer par le point H. Au-delà du point H, qu'est-ce qu'on a? Donc ça va plus revenir à son état, c'est-à-dire tel qu'il était, à la déformation qu'on a, c'est-à-dire qu'il avait. Ok? Donc c'est un autre seuil.
sigma 1. Au-delà de sigma 1, donc c'est une limite, une autre limite. Donc, si on recharge, le chemin sera DEF. Donc, F étant le prolongement du chemin OAB. Vous remarquez, OAB, ça va prolonger. Il rejoint alors le chemin du premier chargement. Donc, on peut assimiler en général la courbe BCDEF, BCDEF à quoi? À DGH. Comme si on est passé ici. DGH. OK? Et admettre, c'est-à-dire pour avoir une certaine linéarité. Comme si on a un comportement élastique ici. Et au-delà de H, on aura un comportement plastique. Donc, après déchargement et rechargement, comme s'il il avait déjà ça y est, il s'est déformé, ça y est, il a gardé sa déformation plastique. En décharge, avec sa déformation, il aura presque la même courbure, une linéarité DGH, mais au-delà de H, ça y est, il va entrer une deuxième fois dans le comportement plastique. Donc, on aura un deuxième seuil de plasticité. Donc, au-delà de H, c'est ça ce qu'on appelle l'écruissage. Donc, c'est un écruissage. Ça se peut, c'est-à-dire que cet écruissage soit positif ou négatif. Donc, vous remarquez, après c'est-à-dire le H, cette élévation du seuil de plasticité s'appelle écruissage. Donc, ça se peut que ça va remonter. Dans d'autres matériaux, ça peut diminuer. Donc, si ça remonte, ça, on l'appelle écruissage positif. Si ça diminue, on l'appelle écruissage négatif. Donc, il y a deux types d'écruissage selon la direction c'est-à-dire la contrainte. La direction de si la contrainte augmente ou bien diminue. Toujours dans le critère limite, d'une façon plus générale, et pour les cas tridimensionnels, donc on est dans l'espace, le seuil de plasticité est remplacé par une fonction f. Donc, des fois, on écrit petit f, des fois grand f, donc c'est la même chose. C'est-à-dire, ce f, c'est quoi? C'est fonction. F, c'est fonction. Fonction de quoi? Fonction de charge. Ou bien le critère de plasticité. Donc, ce critère limite, ou bien c'est-à-dire, c'est le f. C'est la fonction de charge, la fonction c'est-à-dire au-delà de laquelle ça y est, on rentre dans le comportement plastique, ou bien on l'appelle, c'est-à-dire plus simplement, le critère de plasticité. Donc on a le F, vous remarquez qu'on écrit F grand F ou petit F, donc elle est liée à sigma et un paramètre R égal à 0. Donc, je vais vous dire pourquoi égal à 0. Vous allez comprendre maintenant pourquoi, c'est-à-dire c'est égal à 0. Donc, il y a une équation ou bien une liaison entre sigma et R, c'est-à-dire que cette fonction relie entre ce sigma et ce paramètre, l'ensemble des paramètres cachés ou bien d'écrissage. Il y a un paramètre, plusieurs paramètres, c'est-à-dire cette fonction égale à 0. Donc, lorsqu'elle lie entre ces paramètres, entre le sigma et ces paramètres, elle est égale à 0. Donc, vous allez comprendre pourquoi égale à 0. Donc, le sigma, c'est le tenseur des contraintes, bien sûr. Et on a dit que R, des fois, on écrit K, par exemple le K, ou bien Y. Donc, c'est-à-dire, selon les ouvrages, il y a des livres où vous trouvez R, il y a des livres où vous trouvez K. Donc, mais toujours, c'est le même. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est que vous compreniez le principe. OK? Donc, c'est ça. En général, c'est ça, c'est-à-dire l'écriture de la plasticité, cette fonction, la fonction de charge, ou bien le critère limite, le critère de plasticité, c'est qu'il y a une fonction qui lie entre les contraintes, c'est-à-dire les contraintes appliquées sur le matériau et les paramètres d'écruissage, les paramètres cachés. Les paramètres d'écruissage, on va voir c'est quoi. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il y a une liaison, c'est-à-dire par F, donc tout ça égale à 0. Donc, on va voir pourquoi égale à 0. Donc, cette fonction est décrite dans l'espace des contraintes, une surface dite de charge ou d'écoulement. Donc, s'il y a une fonction, cette fonction, elle va nous tracer, par exemple, une surface. Elle va nous donner une surface. Cette surface, on l'appelle une surface de charge. Donc, c'est-à-dire que lorsque je dis fonction de charge, donc ça va donner une surface de charge ou bien d'écoulement. On a dit que la rhéologie, c'est quoi? Rhéologie, comportement ou bien l'écoulement des matériaux sous l'effet des contraintes. Donc, ça, c'est pour cette raison qu'on l'appelle écoulement. Donc, la position de cette surface dépend de la valeur instantanée du paramètre d'écruissage, des paramètres R. Donc, c'est-à-dire on peut avoir F, par exemple,
Si f égale à 0, donc vous allez comprendre pourquoi égal à 0. Donc si f est inférieur à 0, donc c'est à l'intérieur de la surface, on est dans le domaine élastique. Donc si cette fonction, elle est négative, elle est inférieure à 0, donc on est, c'est-à-dire on est dans le domaine élastique, donc on ne parle pas de plasticité, on n'a pas de comportement plastique. Si f égale à 0, donc on est dans le domaine plastique. C'est pour cette raison qu'on écrit f en fonction de sigma r égale à 0. Et si f est supérieur à 0, donc ce cas n'est pas réel. Physiquement, il est impossible, mais en l'élastoplasticité seulement. Donc, on n'a pas ce cas dans l'élastoplasticité. Donc, en élastoplasticité, ou bien on trouve f inférieur à 0, ou bien elle est égale à 0. Donc, si vous remarquez cette figure, donc cette fonction décrite dans l'espace des contraintes, des formations, une surface dite communément en mécanique des sols, surface d'état limite. Ça, c'est la surface. La surface d'état limite, dont la projection dans le plan des contraintes est une courbe dite courbe d'état limite. Donc, on a une surface ou bien une courbe d'état limite. Donc, si vous remarquez ce qui est en vert, tout ce qui est en vert. Lorsqu'on est dans le cercle, c'est-à-dire à l'intérieur. Si on est à l'intérieur, donc le F est inférieur à 0, donc on est dans en état élastique. Si F égale à 0, donc ça donc, elle est dans les limites. C'est pour cette raison qu'on l'appelle critère limite. Critère limite ou fonction limite. Donc, la surface d'état limite. Donc, vous remarquez qu'il y a deux domaines. Ça, c'est-à-dire si on est en plan. Si on est en espace, vous remarquez, c'est-à-dire c'est la même chose. On aura une surface, domaine élastique pour f égale à 0, inférieur à 0. Pour f égale à 0, c'est le domaine plastique. Donc j'espère que c'est-à-dire vous arrivez maintenant à comprendre le comportement plastique ou bien c'est-à-dire élastoplastique. Le critère de plasticité F est une fonction du tenseur des contraintes sigma ij et des paramètres des fluissages. Vous remarquez maintenant je dis K, c'est-à-dire des fois on écrit R, des fois on écrit K, des fois on écrit Y. Donc c'est-à-dire j'ai fait exprès de vous donner plusieurs appellations. Pourquoi? Parce qu'il y a des exercices, des ouvrages, vous trouvez par exemple R, vous trouvez Y. Donc il ne faut pas, c'est-à-dire vous paniquer parce qu'il faut comprendre le terme lui-même. Lorsque je dis des paramètres de fluissage, donc c'est bon, c'est ce qui est lié avec les contraintes en fonction de F. C'est ça. Donc on écrit donc F en fonction de sigma ij K. Donc les critères de plasticité sont considérés comme des seuils. Seuil, c'est-à-dire au-delà de ce seuil, on est dans un autre domaine. Donc à partir desquels l'écoulement plastique se développe. Donc on est dans le domaine plastique. Certains critères font appel à la courbe intrinsèque du matériau, par exemple comme le critère de Tresca, par exemple critère de Tresca, c'est-à-dire même celui de Morcoulon, ils sont presque identiques. Par exemple Tresca, je pense, ou bien Morcoulon, Tresca, c'est un cas spécial. Le critère de Tresca, c'est le nom d'un chercheur. Donc, c'est un cas spécial du critère de Morcoulon. Donc, il travaille, c'est-à-dire surtout dans le domaine des sols, votre domaine. Ils utilisent des paramètres intrinsèques du sol, par exemple le coefficient de frottement, la cohésion. On va arriver à ces critères un par un pour les comprendre. Donc, dans d'autres, par exemple, font appel à la notion de contrainte équivalente, par exemple, comme le critère de von Mises. Von Mises, il a travaillé surtout sur les métaux. Donc, vous remarquez que chaque chercheur c'est-à-dire a pris un matériau, un type de matériau, et il a, c'est-à-dire fait des essais pour avoir, c'est-à-dire quelle est la contrainte seuil au-delà duquel on rentre dans un autre c'est-à-dire domaine, et quel type de contrainte? Est-ce que c'est une contrainte normale? Est-ce que c'est une contrainte de cisaillement? Donc, ça diffère d'un matériau à un autre. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, ces chercheurs, et ils ont donné des équations. Donc, chaque critère a son équation. Donc, c'est pas la même chose comme l'élasticité. On a, c'est-à-dire les lois constitutives pour avoir, c'est-à-dire les paramètres du comportement, mais c'est autre chose. Donc, il y a pour chaque critère, on a des équations. Donc, on va parler maintenant de l'écruissage. L'écruissage, c'est un phénomène qui se traduit, je vous ai fait, c'est-à-dire je vous ai montré
comment ça se passe, donc qui se traduit lors d'un comportement élastoplastique d'un matériau. Pour le comprendre, observons la courbe de traction, la courbe de traction contre une déformation d'un acier. Par exemple, on prend un acier, donc c'est pas grave, un acier, un béton, n'importe, c'est l'essentiel de comprendre. Donc j'ai les limites élastiques au-delà de laquelle je rentre dans le domaine plastique. Vous remarquez, il y a une plasticité. Mais, par exemple, si je vais décharger ici, ça va revenir, par exemple, c'est-à-dire une certaine déformation, mais si je vais recharger une autre fois, il va c'est-à-dire poursuivre sa déformation avec ou bien une augmentation de la contrainte, c'est-à-dire ça augmente toujours, ou bien avec une diminution de la contrainte. Vous remarquez. Sinon, il y a, c'est-à-dire elle est stable. Donc, si c'est-à-dire ça augmente, ça diminue, il y a une instabilité ici. Donc, ou bien ça va accroître, ou bien ça va diminuer. Donc, si j'ai ces deux cas, donc je vous ai dit, c'est-à-dire on a ce qu'on appelle ici, c'est l'écruissage. Écruissage, donc on a une autre contrainte limite ici pour l'écruissage. Donc j'ai par exemple un écruissage positif, ici c'est un écruissage négatif. Sinon ça reste constant. Donc on observe classiquement sur la courbe une zone élastique, élasticité linéaire, une zone pendant laquelle la contrainte croît avec la déformation, écruissage du matériau, et une zone d'instabilité plastique qui se traduit par une section de l'éprouvette ici. Donc vous remarquez, c'est lorsqu'elle est stable, donc c'est-à-dire elle reste constante. Donc une instabilité, ou bien ça, c'est-à-dire ça augmente, ou bien ça diminue. De manière à définir un critère de plasticité du matériau utilisable dans un code, on fait l'hypothèse tout d'abord que la partie élastique déformable est négligeable, ou bien déformation est négligeable, donc on va négliger cette partie et on va même, on ne fera pas intervenir, c'est-à-dire l'écruissage. Donc on n'a pas d'écruissage. Il n'y a pas une augmentation ou une diminution, il y a seulement ce qu'on appelle comme si c'est ça le seuil. On n'a pas un autre seuil. On a un seul seuil au-delà duquel on rentre directement dans le domaine plastique, mais ça, ce qu'on appelle idéalisé, c'est-à-dire le comportement idéalisé ou bien le comportement parfaitement plastique. Donc, il n'est pas réel ce comportement et on ne trouve pas. Donc, on trouve toujours un écruissage, il y a une augmentation ou une diminution. Donc, on appelle ça, c'est le comportement parfaitement plastique. Si la surface limite augmente uniformément, le processus est appelé écruissage isotrope. Si la surface translate simplement sans modifier sa forme et taille, alors le processus est appelé écruissage cinématique. Donc on va voir ces deux types d'écruissage. Par exemple, si on a, c'est-à-dire une augmentation dans toutes les directions, vous remarquez, ça augmente, mais sans faire un mouvement, sans, c'est-à-dire se déplacer. Il garde toujours un point repère, un point du centre. Et ça, c'est-à-dire ça augmente dans toutes les directions. Puisque ça, c'est-à-dire ça augmente l'écruissage, donc on appelle isotrope parce qu'il est le même dans toutes les directions. Il garde ses propriétés, les mêmes propriétés dans toutes les directions du repère. Mais s'il y a une translation selon une direction, donc on l'appelle un écruissage cinématique parce qu'il y a un mouvement. Vous remarquez? Donc il y a une liaison entre la fonction et le paramètre d'écruissage K qui est lié à la déformation plastique. D'accord? Donc l'écruissage isotrope induit par la déformation plastique est associé à une augmentation isotrope de la résistance à l'écoulement. Vous remarquez. Par exemple, s'il y a un écruissage isotrope, donc il y a une augmentation dans toutes les directions, on a le nouveau seuil. Ou bien ça, c'est le paramètre d'écruissage R. Parce qu'il s'est, c'est-à-dire produit après rechargement. Donc, on est dans le domaine plastique et on a une augmentation, une autre augmentation, ou bien une diminution, hein, je ne sais pas. Donc, on pouvait écrire ici plus ou moins. Ça pouvait être plus, ça pouvait être moins. Donc, on écrit, il est lié à la premier seuil, sigma y, plus une fonction c'est-à-dire liée à la déformation plastique. Parce qu'on avait, c'est-à-dire elle a gardé ça, déformation plastique qu'il a eu. Et après rechargement,
Donc, c'est-à-dire, il nous a donné un autre seuil R. Donc, R égale à quoi? C'est la contrainte seuil, la première contrainte seuil, plus la fonction qui est liée à cette déformation plastique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de matériaux qui ont ce comportement ou bien ce type d'écruissage. Ou bien on peut le tracer tel que, parce qu'il y a une isotropie, donc dans les deux sens, on aura sigma y et moins sigma y avec, c'est-à-dire R, le même paramètre d'écruissage. Donc ça va augmenter ou bien diminuer avec le même paramètre d'écruissage R qu'on a dit qu'il est égal à sigma seuil, la première contrainte seuil, plus la fonction liée à cette déformation plastique. Donc ça, c'est la déformation YP. Pour l'écruissage cinématique, c'est-à-dire c'est la translation, et donc c'est un déplacement, est associé à un déplacement du centre du domaine. Donc vous remarquez, il y a un domaine qui a un centre. Donc il y a une translation de ce centre. Donc on a quoi? Il est par nature anisotrope. C'est sûr parce que, c'est-à-dire, il y a une translation dans cette direction, donc il n'a pas les mêmes, il n'y a pas, c'est-à-dire, translation dans cette direction, donc il n'est pas isotrope, donc il est anisotrope. Il est associé à un tenseur d'ordre 2. Tenseur d'ordre 2. Dans le cas représenté ici, d'ordre 2, parce que on a, c'est-à-dire, selon la direction. Donc ça garde. Donc on a, comme si on a deux contraintes, deux axes seulement. On a deux axes. Donc c'est pour cette raison qu'on a un tenseur d'ordre 2. Donc c'est une matrice d'ordre 2. Donc dans le cas présenté ici, la taille du domaine d'élasticité reste constante au cours de la déformation. La taille du domaine d'élasticité, donc elle est constante pour la déformation, et l'écruissage cinématique peut présenter un caractère linéaire ou non linéaire, donc selon le type de matériau, ou bien c'est-à-dire un caractère linéaire ou bien non linéaire. Donc ça se peut que c'est une droite, ça se peut que ça va nous donner une courbe. Donc la plupart des matériaux présentent cette composante d'écruissage. Donc la plupart des matériaux ont un écruissage cinématique, donc avec une translation dans une direction. Donc on peut, c'est-à-dire même tracer de cette façon. Donc on a le R et avec le X, donc le début, la première translation ou bien la première fonction, et on lui ajoute le R. R, le paramètre d'écruissage. Donc on aura deux contraintes, la contrainte seuil X et la deuxième qui est liée à, c'est-à-dire à la déformation plastique. Donc on va s'arrêter ici pour cette première partie. La deuxième partie, on va parler des critères de plasticité les plus répandus, les plus connus, et surtout dans le domaine de sol, de géotechnique. Je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah.